D'accord. Au Sénégal, nous avons deux sociétés. La Teranga Gold Operation a deux filiales au Sénégal. Il y a Sabodala Gold Operation, qui est une société anonyme de droit sénégalais, dans laquelle Teranga Gold a 90%, l'État du Sénégal a 10%, et deux représentants de l'État siègent au conseil d'administration. C'est Sabodala Gold Operation qui exploite la mine d'or industrielle. Sabodala Gold est titulaire d'une concession minière qui fait 300 km² dans la région de Kédougou. Donc c'est cette concession minière qui contient la grande partie des ressources et des réserves que je viens de parler. On a des ressources de 4,4 millions d'onces, à peu près 160 tonnes, et des réserves de 2,6 millions d'onces, à peu près 80 tonnes. Et ces réserves sont exploitables sur les 13 et demi années à venir. On a un plan de développement minier jusqu'en 2029. Au-delà de ces réserves et ces ressources, on a un portefeuille d'exploration qui fait à peu près 1000 km², autour de 8 permis de recherche, détenus par une autre filiale Teranga qui s'appelle Sabodala Mining Company, qui est une SARL. Donc c'est cette société qui détient les permis de recherche. On a nos équipes d'exploration qui travaillent dans ces terrains. On a quasiment identifié des cibles intéressantes. On a fait la géochimie, on a fait même des campagnes de forage dans certaines. Et certaines sont très prometteuses. Et on a des budgets conséquents pour essayer rapidement de découvrir. Il y en a même certaines dans lesquelles on a identifié des ressources, des onces, des ressources aurifères, notamment dans le permis de Mola Berola, dans la cible de Marougou. Aujourd'hui, malheureusement, ces permis, il y en a une partie qui vont arriver à expiration. On est en train de négocier avec le ministère des Mines pour pouvoir donc les renouveler. Et on a prévu de dépenser 22 millions de dollars les 300 prochaines années dans les permis de recherche pour l'exploration. Parce que notre objectif, comme je vous ai dit, c'est de remplacer les onces qu'on produit, c'est d'augmenter nos réserves, d'augmenter nos ressources. Et en grande partie, on voudrait que ça provienne de nos propres permis de recherche. Nos géologues découvrent nos nouveaux gisements en fonction de la distance et des teneurs des nouvelles découvertes qu'on va faire. On va soit les exploiter directement, les transporter directement au niveau de l'usine, ou alors, si économiquement le transport ne se justifie pas en raison soit des teneurs ou des coûts de transport, on est prêt à investir pour une nouvelle unité de traitement, une nouvelle mine qu'on va créer à partir des nouvelles découvertes qu'on va faire. C'est notre vœu qu'on découvre un nouveau gisement de classe mondiale qu'on pourra exploiter. Ce sera quasiment un deuxième Sabodala, donc il aura le même type de profil de production. Et la date, effectivement, ça, vous savez, on ne peut pas de manière précise dire quand est-ce qu'on va découvrir. Mais en tout cas, la géologie est prometteuse, la géochimie, nos modèles sont bons. Et nous allons dépenser ces montants importants, 22 millions de dollars. C'est quasiment 13 à 14 milliards en 3 ans pour pouvoir donc sortir de nouvelles onces à partir de ce portefeuille. Je ne pense pas qu'il est bénéfique. C'est quand même par rapport au code 2003 qui existe, qui nous gouverne. En réalité, malgré la promulgation du nouveau code, on est régi par l'ancien code. Parce qu'il y a des clauses, effectivement, qui font que si la législation change pendant que vous avez votre titre minier, c'est la législation qui était en vigueur pendant l'attribution de titre minier qui s'applique. Et ça se comprend. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de marche. Mais s'il y a de nouveaux portefeuilles, on nous attribue de nouveaux permis de recherche. S'ils sont attribués postérieurement à la promulgation de la nouvelle loi, ils seront régis par cette nouvelle loi. Ce qui fait que cette nouvelle loi nous intéresse. Parce que aussi, nous sommes l'ambassadeur du secteur minier du Sénégal. Dans les forats internationaux, à Indaba, à PDIC, nous présentons le potentiel des ressources minérales du Sénégal. Nous faisons la promotion du Sénégal pour dire que c'est un pays à destination des investissements, une bonne adresse dans laquelle il faut investir, il y a une main d'œuvre qualifiée, il y a des infrastructures solides, mais aussi la législation, la fiscalité. Donc c'est important que nous-mêmes nous soyons à l'aise parce qu'on fait le plaidoyer effectivement de la destination du Sénégal pour les investissements. Je dois dire que le nouveau code, quand même, c'est un peu un recul par rapport, en tout cas, aux avantages qui existaient dans l'ancien code pour ce qui concerne, comme vous l'avez vu, il y a une nouvelle clause qui est d'ailleurs unique, quasiment, au monde entier, le partage de production, mais c'est optionnel, effectivement, on comprend que c'est optionnel, donc ça dépend du projet, ainsi de suite, mais il y a d'autres clauses importantes. Par exemple, la redevance minière qui était assise sur la valeur caramine, aujourd'hui, l'assiette, c'est la valeur marchande. Pour l'or, ça ne pose pas de problème parce que la valeur de l'or entre le caramine et le point de livraison de la marchandise, les coûts sont très faibles. Le delta est vraiment
très faible. Par contre, pour les produits pondéreux, les phosphates, les zircons qui sont transportés, les coûts importants, ça va être une différence très énorme, ça va être très important. Non seulement on a augmenté l'assiette sur la valeur, la base taxable, mais on a augmenté aussi le taux. Le taux est passé de 3 à 5%. Pour nous, pendant qu'on négociait avec le gouvernement en 2013, Teranga avait même accepté volontairement, bien que le code disait 3%, à l'amener à 5%. Aujourd'hui, on le met à 5%. Mais on aurait souhaité que la fluctuation des coûts des matières premières soit prise en compte. Parce que la redevance, effectivement, elle est prise dès qu'il y a production. Ça ne tient pas compte du résultat. Donc ça peut être très pénalisant si la conjoncture est défavorable. C'est ce qui fait que nous, on avait souhaité que le taux de la redevance, effectivement, si les cours sont favorables, comme ce qu'on avait accepté en 2013, pendant ça, les cours de l'eau étaient à $1 600, ça se justifie. Si les coûts ne sont pas favorables, aujourd'hui, c'est qu'elles sont à $1 200, les marges sont très réduites. En ce moment, des taux de redevance élevés peuvent quasiment rendre un projet qui était profitable, qui n'a pas été profitable. Donc, on est un peu à la tangente, à la limite de la profitabilité. Pour ce qui concerne les permis de recherche aujourd'hui, dans le nouveau code, il n'est permis à un titulaire que d'avoir 2 permis de recherche. Bon, là, ça va un peu favoriser la spéculation. Nous pensons que le permis doit être donné à ceux vraiment qui les travaillent plutôt qu'à les donner à des intermédiaires qui vont chercher des bonnes. Donc, les permis restent longtemps à exploiter. On a donné peut-être à plusieurs personnes différentes, mais il n'y aura pas de travail d'investissement qui seront réalisés. Là aussi, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut revoir. Il y a aussi des sanctions pécuniaires qui sont introduites par le nouveau code, qui sont difficiles. Le code aussi, c'est un code qui est un peu handicapé. Parce que toutes les dispositions fiscales sont exclues maintenant du code minier, se trouvent au code général des impôts. C'est vrai, les entreprises minières vont regarder partout pour vérifier ce qui leur est applicable. Si ça se trouve au code général des impôts, mais c'est plus simple si en tout cas ça existait dans le code minier, ou en tout cas il faudra faire des brochures pour que l'investisseur qui vient rapidement, il puisse discuter de l'information au lieu d'aller dans des codes différents pour aller faire un peu de shopping et chercher ce qui lui est applicable. Et la clause de stabilité aussi, qui a disparu du nouveau code, stabilité fiscale surtout, je parle, la stabilité fiscale, ça pose problème, même si effectivement, nous, on peut aussi se féliciter, par exemple, de l'introduction de ce fonds de développement local qui est assis sur le chiffre d'affaires et non un engagement volontaire d'un montant fixe. Aujourd'hui, c'est 0,5% du chiffre d'affaires. Ça, c'est une bonne chose, c'est pour les populations locales. Il faut mettre en place des dispositifs aussi d'application pour que ce fonds soit opérationnel, que l'argent puisse se retrouver dans les collectivités locales où se trouvent les mines, et ça c'est très important, on applaudit. Les questions de transparence qui sont incluses dans le nouveau code, notamment pour faciliter la procédure de l'ITIE, nous applaudissons, nous sommes vraiment, nous supportons, nous soutenons tout ce qui est transparence, bonne gouvernance, et nous voudrions que le gouvernement du Sénégal puisse prendre en compte pour aussi maintenir le caractère compétitif du secteur minier. Parce que le secteur minier, c'est destiné à l'exportation. À l'exportation, pour pouvoir compétir là-bas, il faut qu'il y ait une législation qui puisse compétir aussi avec ce que les autres pays font. Je parle de la redevance au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, la redevance est modulaire. Donc le Sénégal aurait dû aussi le faire pour que sinon, c'est les exportateurs en provenance de ces régions qui seront plus compétitifs et donc les investisseurs auront plus tendance à aller. Donc on essaye d'avoir, surtout qu'aussi on est dans un espace commun, DIEMOA, qui a un code minier, qui est communautaire, qui contient certaines dispositions qui sont aujourd'hui supprimées. Donc c'était un peu le point de vue qu'on avait par rapport au nouveau code minier. Bon, le salon des mines, la 4e édition, elle vient de démarrer. Apparemment, je pense qu'il y a beaucoup plus de participants. On s'en félicite. C'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui des acteurs miniers de la sous-région. Aujourd'hui, nous, on est le sponsor platine. Ça veut dire qu'on soutient le salon des mines, on est partenaire et on utilise cette tribune, cette plateforme pour communiquer avec le public, avec les autorités, l'administration, avec aussi nos partenaires. Comme je vous dis, on cherche à investir dans la sous-région, des projets qui sont intéressants, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. On essaie de voir aussi ce qui est présenté, ce qui est disponible, qui peut éventuellement nous intéresser. Et donc, c'est une bonne opportunité de rencontrer les gens, d'échanger, de communiquer sur ce que nous faisons bien, sur nos réalisations, surtout au profit des populations, notre contribution économique dans le budget de l'État. Cette année, quasiment, on va avoir contribué autour de quasiment 50 millions de dollars en 2016 dans le budget de l'État. C'est à peu près entre 25 et 30 milliards de francs CFA. C'est très significatif.
notre contribution économique tourne autour de 1% du PIB. En 2015, notre chiffre d'affaires était de 260 millions de dollars. Dans ces 260 millions, les 180 millions de dollars sont restés ici. 80%. Notre chiffre d'affaires a été dépensé au Sénégal. C'est très important pour le tissu d'affaires et c'est un peu plus de 1% du PIB. Une seule entreprise, donc, avoir produit la valeur ajoutée qui correspond ça montre ce que nous faisons. Et par les communiqués, on va intervenir dans quasiment 3 panels. Il y a eu un panel sur la formation. On a un collègue des ressources humaines qui est intervenu. Il y a un panel sur le développement local. Notre collaborateur y intervient. Il y a un panel aussi sur le PSE, dans lequel moi-même, je vais faire une présentation pour montrer combien EGEO va contribuer pour l'atteinte des objectifs du PSE en termes de croissance de la production aurifère. Donc, c'est très important pour nous. Le seul hic, si j'ai un reproche à faire pour le CIM, c'est le respect des agendas. Il y a un programme qui est communiqué, c'est des professionnels qui viennent de partout. C'est très important que ce programme se déroule comme il est prévu. C'est constaté dans les éditions passées, et aujourd'hui c'est pareil, les horaires ne sont pas respectés, même les modérateurs changent à tout moment. C'est important, il faut professionnaliser un peu le CIM. Quand on dit ça commence à 8 heures, il faut que ça commence à 8 heures. Telle session, ça commence à telle heure. C'est parce que ça bouleverse tout. Et les gens souvent ont des agendas, des audios, prennent des rendez-vous. Et à mon avis, c'est très important que si j'ai vraiment un point négatif, c'est surtout le respect du programme, des agendas tel que c'est fixé. Autrement, on a vu une bonne audience. Et pour l'instant, ça se passe très bien. En tout cas, nous, notre stand, je pense que ça a été le plus visité. Ici, on avait beaucoup de monde qui posait des questions. Donc, les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et nous aussi, on veut communiquer, leur donner la bonne information. Ça vous donne la collaboration, on n'a rien à cacher, on est très transparent et on est là pour ça.